Il est écrit sur le site du Conseil général qu'il est prévu un budget de plus de 5 millions d'euros pour les emplois d'avenir. Une mise en emploi de 1500 jeunes sur 3 ans à temps plein a été prévue. Où en est-on? Alors, sur ce chiffre de 1500, si ça apparaît sur le site du Conseil général, il faut le vérifier, ce chiffre-là. Je ne suis pas sûr que le Conseil général ait décidé d'employer 1500 emplois jeunes. Je pense que ce chiffre de 1500 vaut pour l'ensemble de la Martinique, c'est-à-dire toutes les collectivités confondues, ainsi que l'État. Pour ce qui nous concerne, ici au Conseil général, nous avons recruté pour l'instant entre 90 et 100 contrats d'avenir, jeunes en contrat d'avenir. Donc, nous nous sommes arrêtés là parce qu'évidemment, il faut que ça corresponde à un besoin réel, d'une part, et d'autre part, il faut que ces jeunes-là soient employables pour pouvoir occuper des postes qui sont demandés par les services. Il est fort possible que le Conseil général décide pour cette année 2015 de recruter encore, mais la décision n'a pas encore été prise par la présidente en l'occurrence. Quelle est la politique de la petite enfance dans un département où on ferme les crèches? Et ce sont ceux qui ne travaillent pas qui sont plus particulièrement aidés. Alors, la question est un peu compliquée, je dirais. Les personnes qui sont aidées sont celles qui bénéficient des places en crèche. J'imagine que c'est ce que vous voulez dire. Ce qu'il faut savoir, en particulier, c'est que le Conseil général, par le biais de sa politique de la petite enfance, est dans le cadre d'une mission régalienne, c'est-à-dire une des missions principales de cette collectivité départementale. Et l'action du Conseil général est une action extrêmement volontariste, parce que, naturellement, elle aide toutes les structures publiques qui se créent, je parle des crèches, mais également les structures privées. Puisqu'on a vu très récemment que toutes ces structures-là, avec quelques difficultés du point de vue financier, le Conseil général a dressé une oreille extrêmement attentive aux revendications qui ont été exprimées par ce milieu professionnel. Quoi qu'il en soit, de manière générale, la politique de la petite enfance, l'aide à l'enfance, est une aide qui est développée parce que nous aidons les organismes et les maisons qui accueillent les jeunes enfants, le foyer de l'Espérance, nous avons un foyer à Rivière-Lens, un foyer départemental, et toutes les structures de ce genre-là sont aidées par le Conseil général par le biais de conventions qui sont signées avec elles. Nous avons en Martinique 20 000 logements en indivision et 10 000 demandeurs de logements sociaux. C'est quoi la politique du Conseil général en matière de logement et d'habitat? Alors, en matière de logement et d'habitat, le Conseil général participe, en tout cas préside, ce qu'on appelle le CDH, c'est-à-dire le Conseil départemental de l'habitat. C'est un conseil départemental qui est donc animé à la fois par le Conseil général, mais également avec l'État, et par l'État, pardon. Le Conseil général contribue de manière extrêmement importante, non seulement à la production de logements neufs, logements nouveaux, en garantissant les emprunts pour les bailleurs sociaux, que sont la CIMA, la SMHLM et Ozana, mais pas seulement. Apparaissent désormais des sociétés d'économie mixte qui viennent d'ailleurs, notamment de la Guadeloupe, et qui sollicitent le Conseil général pour justement cette garantie d'emprunt, parce que sans cette garantie d'emprunt, il n'est pas possible pour ces organismes-là d'obtenir des prêts bancaires, et naturellement ça bloque les opérations. Donc le Conseil général garantit systématiquement les emprunts pour les bailleurs sociaux, et d'autre part, le Conseil général développe une aide à l'amélioration de l'habitat qui est importante et qui permet justement de maintenir notamment les personnes âgées chez elles par une réhabilitation de leur logement. Donc c'est des crédits qui sont importants, qui sont consignés dans les budgets de la collectivité départementale qui permettent justement d'accompagner les acteurs du milieu du logement. Comment se fait-il que la ville de Rivière-Salée soit la seule commune en Martinique à atteindre le quota demandé de logements sociaux par l'État? Alors, en effet, la loi SRU notamment, qui date déjà de plusieurs années, je crois que c'est 99, cette loi imposait
aux collectivités, aux communes, collectivités communales, un quota qui était de 20%, qui a dû évoluer entre-temps, un quota de logements sociaux sur les territoires communaux. Alors bien entendu, ça relève de la volonté des municipalités en question. Elles peuvent comment dire, décider, comme c'est le cas pour certaines villes de France, notamment, je cite Neuilly parce que c'est la seule commune que j'ai en tête pour l'instant. Neuilly a décidé de ne pas accueillir ce quota de 20% de logements sociaux sur son territoire. Donc certaines municipalités décident de faire comme ça. Et certaines, naturellement, rentrent dans leur rang et acceptent de créer, en tout cas d'accueillir sur leur territoire, comment dire, ce quota de 20% de logements. Alors, bien sûr, logements sociaux, bien sûr, ça ne manque pas de créer un certain nombre de problèmes, il faut réfléchir aux difficultés quant à la mixité, etc., etc. Et ça ne plaît pas toujours, pour certaines communes qui sont des communes plutôt résidentielles, ça ne plaît pas toujours aux habitants, hein, aux populations de ces communes-là. Si Rivière-Salée est la seule à avoir ce quota, c'est bien parce que Rivière-Salée a créé d'un coup, il y a quelques années, il y a peut-être une quinzaine d'années, un parc de logements immobiliers, de logements sociaux de 1000 logements. Mais je crois savoir que Rivière-Salée n'est pas la seule commune à atteindre le quota, parce que je suis sûr que Ducos a son quota, et j'ai entendu dire très récemment que Diamant avait déjà obtenu son quota et voulait s'orienter plus vers du pavillonnaire. Enfin, je suis à peu près certain qu'il y a pas mal de communes, et Fort-de-France en l'occurrence, qui a atteint le quota de logements sociaux, parce que lorsqu'on voit toutes ces opérations, tous ces groupes de logements qui existent sur le territoire de Fort-de-France, je crois qu'on ne peut pas avoir de doute quant à la tête du quota imposé par le législateur. Vous faites aussi partie de la commission ad hoc ainsi que la commission des textes. Quels sont les points importants qui ont eu le plus de mal à passer? Alors, les points qui ont le plus de mal à passer, c'est-à-dire des points qui ont été imposés par le législateur. Bon, vous savez qu'il y a une loi qui est sortie, la loi du 27 juillet 2011, qui crée les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique. Cette loi est le résultat de travail qui a été fait justement par tous les partis politiques et qui a produit ce résultat. Aujourd'hui, nous nous mettons juste précisément à mettre en musique les mesures et les dispositions qui sont prévues dans cette loi. Alors, les mesures qui ont eu le plus de mal à passer, pour ce qui me concerne, je considère, et ça je le dis même si ce n'est pas dans l'air du temps, que c'est à tort que nous avons accepté la réduction du nombre d'élus à la nouvelle collectivité, la collectivité territoriale. Tout simplement pourquoi? Parce que dans le même temps, il n'a pas été analysé et des dispositions n'ont pas été prises pour modifier le statut de l'élu de la collectivité territoriale. Ça veut dire que tous ceux qui seront dans cette collectivité, notamment ceux qui seront au poste de dirigeants, devront ne faire que ça. Je rappelle que c'est un budget de 1,2 milliard qui sera à gérer. Je rappelle que la collectivité territoriale devra être représentée dans tous les organismes périphériques qui aujourd'hui accompagnent l'action départementale et régionale. Donc c'est certainement au moins 400 à 500 représentations qu'il va falloir assurer dans les lycées, dans les conseils d'administration des lycées, dans les conseils d'administration des collèges, à l'AGEFMA, à l'AGEFIP. Enfin, il y aura à l'AFPA, il y aura à être représenté dans tous ces organismes-là et ça va être compliqué. Donc si on ne règle pas le problème du statut de l'élu local, on aura une défection, en tout cas une absence de la part des élus qui sera préjudiciable à l'action de la collectivité territoriale. Donc si j'avais un élément à remettre en question dans cette loi, qui est issue des débats qui ont eu lieu au sein de tous les partis politiques, avec un consensus, puisque c'est ce consensus, le résultat de ce consensus qui a été proposé donc au gouvernement. Moi ce que je dis c'est que si on pouvait revenir sur ce dispositif-là, ça aurait été bien, parce que ça permettrait de bonifier l'action des élus de la collectivité territoriale. Dans la République française, la seule collectivité qui fonctionne bien,
si Saint-Barthélemy, quand on regarde la Nouvelle-Calédonie ou Tahiti, on ne peut pas dire que ça va. Comment allons-nous faire, nous, Martiniquais? Alors, c'est extrêmement important. Cette question me semble essentielle. Je veux dire tout de suite que la Corse ne se porte pas trop mal. La Corse a adopté un modèle institutionnel qui lui permet effectivement de régler ses problèmes dans la mesure où la Corse a 2 départements, a fait une région sur le mode qui était proposé par le gouvernement français dans le droit commun. La Corse a souhaité sortir de ce droit commun pour créer une sorte de collectivité sui generis, c'est-à-dire une collectivité vraiment à part. Mais rapporté à notre situation ici en Martinique, je pense que nous avons tout lieu de croire que nous allons réussir. Mais ce n'est qu'une première étape. Il faut absolument que nous puissions maîtriser le financement de nos activités, de nos actions. Sur l'heure, nous avons évité le piège dans lequel est tombée la Polynésie française. Parce que la Polynésie avait un système qui mettait en péril, comment dire, la majorité de la collectivité et qui faisait que cette majorité était remise en question tous les 6 mois et avait créé une sorte d'instabilité et de précarité qui était de toute façon préjudiciable à l'action de cette collectivité, à l'action de la Polynésie. Donc nous avons évité cet écueil parce que avec la prime majoritaire qui a été fortement décriée par l'opposition, parce que l'opposition sait qu'elle va perdre, parce que sinon, si elle savait qu'elle allait gagner, elle n'aurait pas contesté cette prime majoritaire. La prime majoritaire donne à l'équipe qui va gagner 11 sièges supplémentaires, lui permettant de s'assurer d'une majorité stable, de telle sorte que le pays soit gouverné et que la gouvernance et que la majorité ne soient pas remises en question, comment dire, tous les 6 mois. Donc nous avons évité cette école. Je ne vois pas comment nous pourrions être en difficulté, dans la mesure où nous avons quand même adopté l'article 73 de la Constitution. Nous avons évité l'écueil de l'article 74 retenu par Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Saint-Barthélemy n'a pas le même profil que Saint-Martin et aujourd'hui Saint-Martin est en très grande difficulté. Donc nous avons évité précisément d'adopter l'article 74 pour ne pas se retrouver en difficulté parce que nous n'aurions pas eu le soutien et cette égalité des droits que nous avons revendiqué pendant de nombreuses années, des décennies que nous avons obtenu. Donc tout ça me fait dire que les écueils principaux ont été écartés. Nous sommes dans l'article 73 avec l'identité législative, mais avec la possibilité d'obtenir des habilitations sur 6 ans et non plus comme avant sur 2 ans, de telle sorte que nous puissions éprouver de nouveaux dispositifs qui seront naturellement nécessaires pour comment dire, faire fonctionner ce pays Martinique. Vous avez pris un bon exemple qui est la Corse, et vous avez simplement oublié que la Corse n'est pas une collectivité unique, mais une assemblée unique comme Paris. Nous sommes bien d'accord sur ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un dispositif qui est différent du droit commun et qui fonctionne malgré tout, même si ce n'est pas une collectivité unique, évidemment, parce que les 2 départements demeurent. Donc ce qui voulait dire que la Martinique aurait dû choisir une assemblée unique et non une collectivité unique. Non. Assemblée unique ou collectivité unique, non. Moi, je pense que l'assemblée unique, nous avons mis en place un dispositif qui permet justement de gouverner la Martinique dans un plus grand confort, pour éviter les difficultés. Je veux simplement dire par là que le fait de séparer l'Assemblée délibérante de l'exécutif est une excellente chose. D'ailleurs, c'est ce qui se passe au niveau de l'État français. Le président de la République n'est pas celui qui fait les lois. Les lois sont faites par l'Assemblée nationale et le Sénat. Et lui, il est l'exécutif de l'État. Donc, naturellement, il dirige, puisque le peuple lui a confié son devenir. Donc, il dirige, donne des grandes orientations. Il s'appuie sur une majorité au niveau du Parlement, mais il ne fait pas les lois lui-même. Donc, ça veut dire qu'il y a un contrôle qui se fait. Et nous n'avons pas, par les dispositifs qui nous sont proposés par le droit commun, à savoir
un conseil général et un conseil régional, nous n'avons pas cette configuration-là. Aujourd'hui, l'exécutif est également président de l'Assemblée. C'est ce que nous avons voulu remettre en question. Désormais, il y a 2 personnes qui vont compter et dont la voix va porter. C'est le président de l'Assemblée qui sera chargé effectivement de prendre des délibérations pour assurer la gestion de cette collectivité. Et puis un conseil exécutif qui sera chargé d'exécuter les décisions prises par l'Assemblée délibérante et qui sera chargé de conduire les actions. Donc, c'est un renforcement du processus démocratique qui est proposé par cette collectivité territoriale. Et je rajoute que c'était une aberration que de retrouver sur un même territoire une région et un département, un conseil régional et un conseil général. Donc c'est ça aussi qui justifie la remise en question du dispositif que nous avons aujourd'hui pour passer à un autre corps de règles. Quelle est votre citation préférée? Ma citation préférée serait